Premier sommet États-Unis-Afrique, c'est demain à Washington. Une quarantaine de dirigeants africains prennent part à ce sommet sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Parmi eux, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Tisser des liens économiques plus solides entre les États-Unis et l'Afrique est l'un des principaux objectifs de cette rencontre de haut niveau. Le virus Ebola avance à grands pas en Afrique de l'Ouest. Les pays touchés par la fièvre hémorragique ont décidé de mettre en place un cordon sanitaire autour de l'épicentre de l'épidémie. L'OMS lance un plan de lutte, soit une aide de 75 millions d'euros destinée à soutenir financièrement ce plan. Toujours dans le domaine de la santé, dans notre chronique du lundi, il sera question ce soir de la tuberculose vertébrale, une forme de la tuberculose qui se loge dans les os du dos, ce qui peut conduire à le déformer et à paralyser le patient. Voilà pour le sommaire. Nous sommes lundi 4 août. Bonsoir et bienvenue à ce journal. C'est demain, mardi, que s'ouvre dans la capitale fédérale des États-Unis le premier sommet États-Unis-Afrique. Ce sommet voulu par le président Barack Obama vise à renforcer les relations bilatérales entre les États-Unis d'Amérique et le continent africain dans les domaines sécuritaires, économiques et diplomatiques. Plus de 40 chefs d'État et de gouvernement participent à ce sommet. Parmi eux, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à quelques heures de l'ouverture de cette rencontre de haut niveau. Voyons les enjeux avec nos envoyés spéciaux à Washington, Adama Kamara et Bourama Traori. Le sommet de Washington a d'abord un enjeu économique. L'administration américaine entend mettre en évidence son engagement envers l'Afrique en matière de commerce et d'investissement. Afrique qui reste un continent d'avenir selon le Fonds monétaire international. Le FMI annonce que la croissance économique du continent devrait atteindre 6,5% en 2014. L'institution financière internationale souligne également que l'Afrique épargne le plus après l'Asie avec 500 milliards de dollars de réserves d'échange. Ce n'est pas tout. La capitalisation boursière a été multipliée par 9 depuis les années 90 et plus de 2000 entreprises africaines sont cotées. De quoi faire de l'Afrique un continent aux multiples opportunités avec un fort potentiel de développement. De quoi expliquer également l'intérêt renouvelé des États-Unis d'Amérique envers l'Afrique, qui est aujourd'hui l'un des grands marchés au monde grâce à sa démographie en pleine progression. Selon les estimations, la population sur le continent devrait atteindre 2 milliards de personnes d'ici à 2050. Autre enjeu du sommet de Washington, la sécurité. De façon précise, la lutte contre le terrorisme. Un mal mondial auquel il faut apporter une réponse globale et efficace. Le président Barack Obama et ses hôtes doivent convenir des actions à mener pour réussir le combat contre les fléaux qui menacent aujourd'hui la paix et la stabilité mondiale. Pour ce sommet États-Unis-Afrique, il y aura 3 panels thématiques sur la gouvernance, la paix et sécurité, les générations futures. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui doit participer à ce sommet, est arrivé ce dimanche à Washington. En marge du sommet, le chef de l'État aura des entretiens avec les présidents de la Banque mondiale et autres personnalités américaines. Il assistera également à une conférence sur l'AGOA, une loi votée en 2000 par le Congrès américain qui vise à faciliter la croissance et les exportations africaines vers les États-Unis. À l'agenda du séjour du président de la République à Washington, une rencontre avec la communauté malienne. Toujours à Washington, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a accordé hier soir une audience à Elton Byrd. Pour rappel, Byrd est un ancien membre du Congrès américain. Entre les deux personnalités, il a été surtout question de la situation sécuritaire et politique au Mali. Elton Byrd réitère le soutien de son pays au Mali dans la recherche de solutions à la crise du Nord. Nous l'écoutons. Nearly 15 years ago, I've had a deep interest in the country. Je m'intéresse à tout ce qui se passe au Mali. C'est pour cette raison que je suis venu rencontrer le président afin d'échanger à la veille donc de cette importante réunion qui va se tenir ici à Washington. Après tout ce qui s'est passé au Mali, nous n'avons pas d'autre alternative que d'aider le gouvernement du Mali à ce qu'il est en train de faire actuellement. Nous nous réjouissons de voir qu'il y a eu une feuille de route pour la paix. La situation qui s'est passée au nord du Mali est une situation qui n'intéresse pas uniquement que le Mali. La lutte contre le terrorisme
intéresse également le gouvernement des États-Unis. Alors donc, il était tout à fait indiqué que nous puissions échanger avec les autorités maliennes, de voir comment nous pouvons aider le Mali à donc sortir de cette situation et de s'engager vers la mise en œuvre donc du processus de paix qui est entamé avec une feuille de route déjà que nous devons mettre en vigueur, que nous devons justement montrer, indiquer à tout le monde que le Mali est maintenant donc de retour. Et nous allons aider le gouvernement malien à pouvoir terminer ce processus qu'il a entamé. À Washington, le président de la République est accompagné de son épouse, Keïta Aminata Maïga, prend part mercredi aux côtés de la première dame des États-Unis, Michelle Obama, à une rencontre. Il sera question d'éducation de la jeune fille, de santé et d'entrepreneuriat féminin. Ndeïsi Soko, Dembawan, reportage. Tout comme les dirigeants africains, les premières dames ont effectué le déplacement des États-Unis. Ce dimanche 3 août, c'est accompagné de son épouse que le président de la République est arrivé à Washington. Soucieuse de l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants de leurs pays respectifs, la première dame Keïta Aminata Maïga et ses sœurs ont donc répondu à l'appel de la First Lady des États-Unis, Michelle Obama. Le 6 août prochain, en marge du sommet des chefs d'État États-Unis-Afrique, elles discuteront des voies et moyens pour un meilleur accès à l'éducation de la jeune fille, de la santé et de l'entrepreneuriat féminin. Elles ont fait de leur combat de tous les jours le droit à l'éducation, qui est un droit humain fondamental et la condition essentielle du développement. Quant à la santé, des progrès ont été accomplis vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement liés à la santé, mais les défis restent encore nombreux, surtout en matière de santé maternelle et infantile. Et enfin, la promotion de l'entrepreneuriat féminin permettra de mieux accompagner les projets des femmes et de leur faciliter l'accès à des financements. Ici, à Washington, D.C., la première dame, Keïta Aminata Maïga et ses sœurs, devront donc tenter de trouver de nouvelles stratégies pour permettre à l'éducation de la jeune fille, à la santé et à l'entrepreneuriat féminin d'enregistrer de nouvelles victoires. Ici, au Mali, dans le cadre de la mise en œuvre des orientations fixées par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre, chef du gouvernement, Moussa Mara, entame à partir du mercredi 6 août 2014 une visite dans la région de Kaï, première région administrative du Mali. Au cours de cette visite, le chef du gouvernement se rendra successivement à Djema, Nioro, Kaï, Selikeni, Bafulabé et Kita. Et dans le cercle de Nioro, le Premier ministre procédera au lancement de la journée d'information et de sensibilisation du projet d'excellence au féminin et visitera le plan d'aménagement d'une rue pavée réalisé par les jeunes de la localité. Dans le cercle de Kaï, outre la remise de vivres, le Premier ministre visitera le dépôt de ravitaillement de kérosène de l'aéroport, le guichet unique de l'Agence pour la promotion des investissements, le projet e-gouvernement e-poste et le projet d'aménagement de rue paveux à La Roche. Dans le cercle de Bafulabé, le Premier ministre présidera la cérémonie d'inauguration du projet d'électrification par système hybride photovoltaïque diesel dans la localité de Tigana, chef-lieu de la commune de Sidibella, avant d'animer une conférence de cadre à Bafulabé ville. Et dans le cercle de Kita, Moussa Mara visitera le projet de développement intégré régional de la CMDT et va inaugurer le centre de santé de référence de Kita. La délégation regagnera Bamako le dimanche 10 août 2014. L'Ordre des noteurs du Mali et le réseau des femmes médecins ont été reçus par le président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ces deux organisations ont fait part de leurs préoccupations afin de mener à bien leur mission. Mamoudou Sidibé. Le Haut Conseil des collectivités territoriales a été ce matin le centre d'intérêt de deux grandes organisations au Mali. Il s'agit de l'Ordre des notaires du Mali et le réseau des femmes médecins. Si le premier visiteur était venu exposer ses difficultés et informer le Haut Conseil de sa vision, le second est en quête de visibilité auprès des institutions de la République. Nous sommes aujourd'hui, à la sortie de cette audience ravis, nous avons pu constater que nous avons pu aussi édifier
les membres, c'est-à-dire du Conseil des collectivités territoriales, sur la profession de notaire. Nous avons eu aussi une oreille attentive du président qui nous a promis aussi d'apporter tout son appui. Et nous avons constaté aussi que souvent cette profession n'est pas connue. Donc nous nous sommes mis à donner les explications et l'ensemble des informations nécessaires sur notre profession. Nous avons tenu à venir au Conseil des collectivités territoriales pour présenter le réseau au Conseil. Quelle est la mission à lui et à Sererou? Nous sommes fixés des objectifs. En objectifs généraux, nous avons prévu la promotion de la santé publique au Mali et puis contribuer à l'épanouissement des femmes en général et des femmes médecins en particulier. Aux deux visiteurs, le président du Haut Conseil a prêté une oreille attentive et les a rassurés de l'appui de son institution dans l'exercice de leurs fonctions respectives. C'est parti pour l'édition 2014 de l'allaitement maternel, une cérémonie qui s'est tenue à Sénou. L'édition 2014 a pour thème « Allaitement, un défi pour la vie ». Le reportage de Rachel Tessougué. Si chaque enfant était mis au sein dans l'heure qui suit la naissance, si on ne lui donnait que du lait maternel pendant les 6 premiers mois, et si l'allaitement maternel était maintenu jusqu'à l'âge de 2 ans, on sauverait près de 800 000 vies d'enfants chaque année dans le monde. C'est du moins l'avis des experts en la matière qui affirment également que l'allaitement est aussi bénéfique pour les mères. Il facilite leur perte de poids et les protège contre le cancer du sein. La mise au sein immédiate et l'allaitement maternel exclusif sont deux pratiques optimales qui ont l'impact le plus élevé sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Aucune autre intervention n'offre un rapport coût-efficacité aussi élevé pour diminuer le nombre de décès des enfants de moins de 5 ans. Pour soutenir l'allaitement maternel au Mali, le gouvernement a élaboré une stratégie d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant en 2006. Cette stratégie est en cours de révision au regard des exigences scientifiques. 42 structures de santé ont été labellisées pour l'initiative Les hôpitaux amis des bébés, respectant les 10 conditions de succès de l'allaitement. Le processus communautaire de formation en alimentation du nourrisson et du jeune enfant et de mise en place des groupes de soutien a débuté en 2013. Des cadeaux d'encouragement ont été remis à des mères allaitantes de Sénou et aux organisations de soutien à l'allaitement. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et sa délégation ont visité le centre de santé communautaire de Sénou. Comment améliorer le statut du préfet? Les participants de l'atelier de validation sur le guide pratique d'exercice de la tutelle de l'État et sur le guide de l'inspection de la commune par le profit se penchent sur la question. Fatoumata Kone nous en dit plus. 2 documents sont à l'étude au cours de cette session. Il s'agit du guide pratique d'exercice de la tutelle et du guide d'inspection d'une commune par le préfet. Les administrateurs civils vont analyser et faire des propositions en vue de l'amélioration du statut de préfet. La tenue de cet atelier est d'une importance capitale, aussi bien pour l'administration que pour les collectivités territoriales. Remettre en chantier la décentralisation, renforcer la décentralisation et crédibiliser la décentralisation. Vous le savez tous, depuis qu'elle a été mise en œuvre un peu plus de 10 ans, elle a perdu beaucoup de crédit parce que simplement la décentralisation est perçue par la majorité aujourd'hui de nos citoyens comme l'installation du laisser-aller et du laisser-faire. Durant 3 jours, les participants vont passer au peigne fin les insuffisances liées aux fonctions de préfecture, aussi s'approprier le contenu des 2 guides. Toutes choses qui permettront aux sous-préfets, aux préfets et conseillers de maîtriser les activités liées à la décentralisation. Les projets de guide soumis ici à votre analyse viennent sûrement au moment opportun puisqu'ils interviennent à l'effet de juguler les déficits évoqués et proposer les outils mieux adaptés permettant aux utilisateurs d'être plus performants. L'atelier de validation sur le guide pratique d'exercice de la tutelle de l'État sur les collectivités territoriales et le guide de l'inspection de la commune par le préfet est organisé par le Pacte GIZ en partenariat avec l'ONG Lux Dev.
Un nouveau projet vient de voir le jour. Il s'agit du projet pour la promotion du travail décent en zone rurale au Sahel, Mali, Niger. Officiellement lancé ce matin, il concerne les régions de Ségou et de Tombouctou, avec comme objectif principal de contribuer au développement de l'emploi rural. Alpha Maïga, reportage. Le nord du Mali a été le théâtre d'événements douloureux. Conséquence, une grande partie de la population a quitté la zone. Les moyens d'existence y sont devenus précaires. Et c'est pour apporter un élément de réponse qu'un nouveau projet est ainsi lancé officiellement à travers cette cérémonie. Il s'agit du projet pour la promotion du travail décent en zone rurale au Sahel. Pour une période de 5 mois, plus de 300 millions de francs CFA seront investis. Le présent projet va contribuer au développement de l'emploi rural, couvrant les métiers de la production, de la transformation et de la commercialisation dans le respect des normes de travail. Il soutiendra la promotion de l'entrepreneuriat rural en général et féminin en particulier. Le système des Nations Unies dans son ensemble s'est mobilisé dès les premières heures et tout au long de la crise aux côtés du Mali. Le Bureau international du travail, quant à lui, répondant à la volonté exprimée par les ministres en charge du travail et de l'emploi, s'est fortement engagé à accompagner les efforts du gouvernement du Mali et les partenaires sociaux dans le processus de reconstruction et de relèvement économique. Les participants à la cérémonie ont échangé également sur le projet. Les interrogations des uns et des autres ont porté sur la promotion de l'emploi, stabilisation et relèvement économique en zone post-conflit d'une part et la présentation du comité de pilotage d'autre part. J'invite l'ensemble des structures concernées par la mise en œuvre du projet à ne ménager aucun effort pour la réussite des actions. En attendant sa mise en œuvre, le projet tant attendu par les populations va contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale d'emploi au Mali. Tenue de la 13e session du conseil d'administration de l'Agence de développement du Nord, l'ADN sera adapté au décret conforme à la nouvelle orientation des actions du gouvernement, nous précise Mariam Sagara. La 13e session du conseil d'administration de l'Agence de développement du Nord, ADN, prône la relance des activités et la bonne cicatrisation des plaies dans le septentrion. L'un des défis du président de la République a fait savoir le ministre. L'Agence jouera dans le nouveau contexte du pays un rôle beaucoup plus important dans le cadre de la coordination et de la mise en œuvre des projets et programmes de reconstruction du Nord, en synergie avec les autres départements sectoriels, mais aussi avec les départements de l'administration territoriale, dont une des missions premières est la coordination des actions de développement dans notre pays et dans les territoires sous leur juridiction. Ces dernières années, l'ADN n'a pu atteindre ses objectifs avec la multiplication des crises, mais elle a réalisé des infrastructures dans toutes les régions du Nord. En 2013, elle a œuvré, n'est-ce pas, à la réhabilitation d'infrastructures administratives, les bâtiments des administrations qui ont été saccagés par les djihadistes. Elle a contribué également en 2014 à appuyer les initiatives concourant, n'est-ce pas, au retour de la paix au Nord, tel que le forum de Tombouctou, et l'appui, n'est-ce pas, à l'organisation de rencontres intercommunautaires pour le retour, n'est-ce pas, de la confiance entre les populations. Pour le directeur de l'ADN, le programme du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion sera bientôt une réalité avec l'implication des administrateurs de l'agence. Les programmes pour l'Alliance pour une agriculture verte en Afrique sont désormais opérationnels au Mali. Son représentant résident dans notre pays était devant la presse pour dévoiler la vision, les missions et les objectifs de l'organisation. Le reportage de Nouhou Sissoko. Growing Africa's Agriculture, AGRA, autrement dit Alliance pour une révolution verte en Afrique, est une organisation présente dans 17 pays africains, dont 8 en Afrique de l'Ouest. Cette organisation se fixe comme mission de concrétiser les potentialités des chaînes de valeur au niveau des petits exploitants agricoles,
des laboratoires au marché en passant par les exploitations agricoles. Les grands axes que Agra s'est donné de réaliser au Mali, c'est de promouvoir un programme qu'on appelle zone grenier. Le programme zone grenier, qui en anglais veut dire bread basket, veut dire que nous voulons d'abord mettre l'accent dans les zones où les potentialités agricoles sont les plus élevées. Pour atteindre ces objectifs, l'AGRA se fonde sur des approches novatrices du domaine agricole. On veut travailler avec les petits producteurs en assurant que toutes les contraintes qu'ils rencontrent, tous les défis qu'ils rencontrent sont pris en compte. En commençant d'abord par l'accès aux semences améliorées. Nous utilisons l'approche de la gestion intégrée de la fertilité des sols. L'AGRA a déjà travaillé avec de nombreuses ONG sur le terrain. Ses partenaires se réjouissent de cette collaboration. Le montant reçu par le consortium Mission Sahel est un peu plus de 360 millions. Nous avons reçu ça pour une durée de 3 ans. Quand les paysans ont l'intrant, suffisamment d'intrants, c'est-à-dire les semences, les pesticides et les engrais, donc automatiquement, les rendements se sont élevés. L'organisation bénéficie de l'appui financier de l'USAID, de la Fondation Rockefeller et de Bill et Melinda Gates, entre autres. Un mot du virus Ebola qui fait ravage sur le continent. L'OMS lance un appel pressant. Les pays touchés par la fièvre hémorragique ont décidé de mettre en place un cordon sanitaire autour de l'épicentre de l'épidémie. Voyons comment s'organise par exemple le Ghana. Au Ghana, les autorités renforcent les contrôles aux frontières terrestres, mais le virus Ebola pourrait bien arriver par la mer. Nyanyano est un village de pêcheurs à quelques kilomètres d'Accra, la capitale. Une partie des marins nés ici exercent leur métier au Libéria. Depuis que l'épidémie d'Ebola s'est déclarée, certains reviennent au Ghana par bateau. Plus encore que d'habitude, les locaux surveillent les embarcations qui accostent, surtout s'il n'y a ni filet ni poisson à bord. On est beaucoup plus strict maintenant qu'on sait que des gens tentent de fuir le virus au Libéria et peuvent utiliser la mer. On ne surveille pas seulement les Libériens, mais aussi nos compatriotes. Les pêcheurs de Nyanyano ont entendu parler d'Ebola à la radio. Aucun policier, aucun médecin n'a encore mis les pieds au village. Pour se protéger, les patrouilleurs réclament l'aide des autorités. Les frontières terrestres sont surveillées par la police. Ils devraient faire la même chose en mer. Nous, on ne peut pas savoir qui est porteur du virus. Il nous faut des médecins. Un Américain contaminé par Ebola est mort au Ghana début juillet. Depuis, aucun cas n'a été recensé dans le pays. Mais les autorités sont en état d'alerte. Le gouvernement déconseille tous les rassemblements. Une consigne difficile à respecter. Les Ghanéens continuent par exemple d'aller aux cérémonies religieuses avec plus ou moins de crainte. Maintenant, même aujourd'hui, ici, j'ai eu peur de serrer des mains. Mais je l'ai fait. Se serrer la main, c'est une coutume pour exprimer notre amitié. Mais en ce moment, je déconseille de le faire. Ce n'est pas nécessaire de rester loin les uns des autres, car au Ghana, pour l'instant, il n'y a pas encore de cas d'Ebola. Pour le moment, les Ghanéens peuvent encore se serrer la main. En Sierra Leone, c'est désormais interdit. Et dans le sud-ouest de la Chine, de vastes opérations de secours sont déployées où un fort séisme a fait au moins 398 morts et près de 2000 blessés. La veille, plus de 80 000 maisons se sont effondrées et 124 000 ont été sévèrement endommagées par le tremblement de terre. Des quartiers rasés, des maisons éventrées, des débris partout. Les séquelles d'un tremblement de terre d'une grande violence. Dimanche, un séisme de magnitude 6,1 sur l'échelle de Richter a secoué la province du Yunnan dans le sud de la Chine. Le bilan provisoire fait état d'environ 400 morts. Certains villageois ont réussi à s'en sortir, de justesse. À la première secousse, tout a tremblé au moins 7 ou 8 fois. On a pensé que c'était un tremblement de terre, alors on a tous couru dehors. Notre maison s'est effondrée juste après notre sortie. Pour l'instant, les autorités chinoises n'ont pas communiqué le nombre de personnes portées disparues. Mais des habitants sont toujours prisonniers des gravats. Retourner les blocs de ciment, creuser dans les décombres, dégager la ferraille. Depuis dimanche soir, des milliers de soldats et de secouristes sont à la recherche de survivants. Environ 2000 personnes ont été blessées. À Gare, les rescapés ont passé la nuit sous des tentes de fortune. Lundi matin, les plus gravement touchés ont pu être transportés par hélicoptère vers les hôpitaux.
Mais des milliers de Chinois attendent encore d'être pris en charge ou évacués. Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, s'est rendu sur place lundi pour soutenir les victimes et encourager les secouristes. Les opérations de sauvetage vont se poursuivre pendant plusieurs jours encore. Retour à l'actualité nationale avec ce renforcement des capacités des jeunes femmes leaders des partis politiques et organisations de la société civile, une initiative de l'Institut national démocratique NDI, ceci à travers la création des académies des jeunes femmes leaders. Compte rendu Agali Ag Aguissa. La promotion du leadership féminin peut sans nul doute contribuer au développement socio-économique du Mali. En tout cas, c'est la vision de l'Institut national démocratique en créant l'Académie des jeunes femmes leaders, une initiative qui a contribué à l'intégration du genre dans les processus électoraux et politiques. Les académies constituent une composante d'un programme, je dois dire, plus vaste du NDI dénommé genre dans les processus électoraux et politiques au Mali. De ce programme-là, permettez-moi encore une fois de rappeler quelques résultats et produits. Il y a la contribution à la prise en compte du genre dans l'ensemble du processus électoral. Il y a l'évaluation du processus sous l'angle du genre qui a donné un document d'analyse. Cette seconde session de l'Académie des jeunes femmes leaders vise à consolider ces acquis dont se réjouissent déjà les acteurs chargés. Encore de plus, son engagement fort dans la constitution d'une pépinière de jeunes femmes leaders. Il n'est pas envisageable d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques de reconstruction et de développement du pays sans cette importante couche de la population qui, en plus d'être une main-d'œuvre active, est à l'avant-garde des innovations techniques et technologiques. Les participantes venues des partis politiques et organisations de la société civile échangent sur plusieurs thèmes relatifs au leadership féminin. Il s'agit entre autres des stratégies pour la meilleure représentativité des femmes aux élections locales, le rôle des partis politiques, les 10 règles de leadership. La session dure 5 jours. L'ONG World Vision et ses partenaires en charge du développement du monde rural veulent adopter la régénération naturelle assistée pour protéger l'environnement et accroître la résilience de la communauté rurale. Pour mieux développer cette idée, elle est en conclave, nous dit Adama Koulibaly. La fertilisation des sols et la conservation de l'environnement avec la régénération assistée par des techniques agroécologiques sont reconnues comme pratiques moins coûteuses pour augmenter la production des cultures. L'ONG World Vision, appuyée par ses partenaires, est prête à soutenir des activités qui concourent à lutter contre les effets du changement climatique. L'agriculture constitue l'activité majeure pour 80% de la population du Mali. Cette ressource de base est de nos jours fortement affectée par les effets des changements climatiques ainsi que les mauvaises pratiques par les êtres humains. Pour les organisateurs de cette rencontre, des acteurs évoluant dans le domaine de la protection de l'environnement, ce cadre permettra d'échanger pour l'adoption des techniques de lutte repérées. World Vision, pour y contribuer, soutient la régénération naturelle assistée à travers ses programmes multisectoriels, dont le projet Eco-Agric dans le Sahel à Djema et Kolokani, Kolokani Recovery Project, le projet d'adaptation au changement climatique à Koro, le projet de résilience du programme alimentaire mondial à Tominya et à San. À travers ces projets, environ 1600 paysans volontaires, dont 300 femmes, ont adopté les techniques de la régénération naturelle assistée. Le Mali aujourd'hui est en perte de vitesse totale de son capital nature. Quand vous arrivez dans un village, on n'a pas besoin de vous le dire, tout autour du village, tout est presque coupé, il n'y a plus de grands arbres, il n'y a que des tout petits arbres qui sont là. Donc les enfants qui sont là et qui n'ont même plus de grands-pères ni de pères qui sont vivants parmi les arbres. Si cette technique n'avait pas existé, que même les Maliens même soient conscients de pouvoir initier qu'il faut assister cette régénération pour prendre la place à ces arbres qui ont disparu. La rencontre regroupe des techniciens de l'agriculture, du développement, des partenaires financiers et des hommes politiques.
Place au sport. D'abord, ce communiqué, le président de l'Union nationale des supporters des Aigles du Mali, Cheikh Nedemba, au président élu de FIBA Afrique. C'est avec un grand plaisir que nous avons appris votre élection à la tête de la Fédération internationale de basketball en Afrique, FIBA Afrique. Nous vous en félicitons au nom de tous les supporters et vous encourageons dans votre œuvre de développement et de promotion du basketball au Mali et en Afrique. L'AS Eliwiji FC a tenu en échec l'association sportive de Bamako, un but partout hier au stade Modibo Keïta. En première affiche, le Real avait dominé la Somme 5-0 au compte de la 25e journée. Mamoutou Dante a suivi les deux rencontres. Son reportage. L'AS Real de Bamako a porté un coup de massue à la Somme en l'écrasant 5-0. Grâce au doublé d'Ali Badrasila au 4e et 66e minute, plus le triplé de Mouktar Mohamed Sissé à la 43e et dans les arrêts de jeu. Les Noirs et Blancs de Bamako ne cherchent qu'un seul objectif, une sortie africaine la saison prochaine. Ça fait partie de l'ambition de l'équipe et de bien terminer la saison. Et je pense que la deuxième place fait partie. La première, je pense que ça sera, je ne pense pas, sauf miracle, je ne pense pas que ce soit possible. Maintenant, sur le plan mental, on est en train de pousser un peu les joueurs qu'ils essaient aussi d'avoir plus d'ambition par rapport à ça. Le football, c'est ça, il y a des aléas. Si on est limité, on est limité. Ça demande une réflexion. Je vais voir les dirigeants de la Somme tout de suite. Et ce qu'il y a à faire, on va prendre les décisions dans l'immédiat. Les 3 points de cette rencontre permettent au Real d'avoir 42 points 5e avec 2 matchs en retard. Et l'association sportive olympique de Missira reste 12e 25 points au classement provisoire de la 25e journée. La seconde affiche de la journée n'a pas connu de vainqueur. L'AS Eliwiji FC, en lutte pour le maintien, a accroché l'ASB un but partout. Pourtant, c'est l'ASB qui prend l'avantage dès la 3e minute. Sur un centre repoussé de Malik Berthié, Boubacar Sissoko ouvre le score. Juste avant la mi-temps, la défense de l'ASB trébuche. Daouda Diawara égalise pour Eliwiji FC. En seconde période, les deux formations resteront maladroites devant le but. Jusqu'au coup de sifflet final, ces deux équipes gardent leur position dans le classement provisoire de la 25e journée. Eliwiji FC est 16e 11 points et l'ASB 7e 38 points au compteur. Bientôt une instance pour la promotion du sport scolaire et universitaire au Mali. Le processus de mise en place de la première fédération des sports scolaires et universitaires a été lancé ce samedi à Sikasso à travers une compétition de football entre les quartiers de la ville. Sekou Konaté, correspondance. La Commission nationale du sport scolaire et universitaire, sous l'égide des départements des sports, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en s'inscrivant dans cette démarche, met ainsi en œuvre un axe de la vision du département des sports en matière de promotion du sport dans toute sa dimension. Et le sport scolaire et universitaire sera en bonne place dans le dispositif pour l'émergence de jeunes talents. Et le choix de Sikasso pour porter sur les fonds baptismaux cette instance est une marque de confiance. Pour cet honneur, cette marque de confiance, nous voudrons donner aussi aux plus hautes autorités de notre pays l'assurance de notre profonde reconnaissance. Sikasso s'en souviendra toujours et sera mérité cet honneur. Un engagement illustré par la présence massive des populations au stade municipal aux côtés des autorités sportives de la région. Il me plaît de saisir l'heureuse circonstance pour exprimer au département des sports, de l'éducation nationale, ainsi que celui de l'enseignement supérieur, notre gratitude et toute notre reconnaissance pour l'intérêt légitime ainsi réservé au sport dans sa globalité et spécifiquement le sport scolaire et universitaire. En match d'ouverture de tournoi, en prélude à la mise en place de cette fédération prévue le 17 août prochain, Wairema 2 en blanc était face à Mankourani 1. À l'issue des 90 minutes, les Bleus de Mankourani ont enlevé le gain de la rencontre avec 2 buts contre 0 à Wairema. La finale est prévue le 17 août prochain
pour saluer la mise en place de la toute nouvelle fédération des sports scolaires et universitaires du Mali. Et la chronique santé du jour s'intéresse ce soir à la tuberculose vertébrale, une forme de la tuberculose qui se loge dans les os du dos, ce qui peut conduire à le déformer et à paralyser le patient. Au service de neurochirurgie de l'hôpital Gabriel Touré, on enregistre ces derniers temps 60 cas qui ont nécessité une hospitalisation en un an. Focus Santé, une réalisation de Tchessera Dambé. La tuberculose est une maladie transmissible endémique dans les pays en voie de développement. Elle connaît aujourd'hui un regain à cause des souches multirésistantes de son agent pathogène. Selon l'OMS, près d'un tiers de la population mondiale est contaminée par le bacille tuberculeux, mais seule une petite proportion des personnes infectées tomberont effectivement malades. Mais la forme pulmonaire de la tuberculose est la plus connue et la plus fréquente, avec sa toux persistante et sa perte de poids. Pourtant, le microbe de la tuberculose peut s'attaquer aussi aux vertèbres pour aboutir à la tuberculose vertébrale. À l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, le service de neurochirurgie attire l'attention sur une recrudescence des cas de tuberculose vertébrale. Sur une période d'un an, on a recensé 60 cas de tuberculose vertébrale, mais qui ont été hospitalisés, donc qui ont nécessité une intervention chirurgicale. Mais il y a des cas qui ne sont pas hospitalisés, qui ne faisaient pas partie de cette étude. Donc les malades qu'on voit, qui ne sont pas graves, et chez lesquels on fait un traitement médical en ambulatoire. Mais les habitudes ont la vie dure. La tuberculose vertébrale évoluant à bas bruit, les malades se font consulter tardivement. Entre-temps, les signes dérangeants auront déjà longtemps persisté. Les malades viennent souvent dans des tableaux de douleur au niveau du dos. Malheureusement, dans notre contexte, les malades ne viennent pas quand ils ont des douleurs au niveau du dos. Ils viennent à un stade très avancé, à un stade où le mal est déjà très avancé avec la destruction de la vertèbre. Donc, ce qui va entraîner des déformations au niveau du dos. On va trouver que les malades ont le dos courbé. C'est ce qu'on appelle communément en langage médical la syphose. Et malheureusement encore, d'autres ne viennent qu'au stade de déficit neurologique, quand ils n'arrivent pas à marcher, quand ils sont paralysés. Ça, c'est vraiment le dernier stade. Mais il faut savoir que les malades sont vus dans d'autres services qui ne sont pas les services de chirurgie. C'est des malades qui ne sont pas au stade chirurgical, qui sont vus par les pneumophysiologues, qui eux aussi voient beaucoup de cas de tuberculose vertébrale. En neurochirurgie, la prise en charge n'est pas que médicale, elle nécessite aussi une opération. Il est tout le temps médical. Chirurgical, quand on arrive au stade de destruction vertébrale avec la syphose, la courbure vertébrale, ou bien quand on arrive au stade de déficit neurologique. La colonne vertébrale, elle entoure les nerfs, la moelle. Quand cette vertèbre est atteinte, elle est détruite, qu'est-ce qui se passe? Elle va se casser, elle va se courber, donc elle va comprimer la moelle. Donc c'est cette compression de la moelle qui va entraîner une blessure de la moelle et qui va entraîner des signes neurologiques, les déficits neurologiques. Donc le traitement chirurgical dans ces cas, c'est de décomprimer la moelle. Les personnes qui sont en contact permanent avec des tuberculoses, celles qui ont un antécédent de tuberculose pulmonaire ou qui sont sous chimiothérapie, les dialysés et les immunodéprimés sont ceux qui sont le plus à risque face à la tuberculose. Mais il existe plusieurs niveaux de protection contre la maladie en général, la vaccination dès la naissance et surtout aérer les maisons pour éviter la promiscuité qui facilite la transmission par voie aérienne. Un peu de sourire avant de nous quitter. Ce n'est pas moi qui vous ferai rire, mais plutôt les artistes humoristes de la sous-région accompagnés de ceux du Mali. C'est au compte de la 2e édition du Sourire samedi dernier au Palais de la Culture. Une bonne occasion pour les amateurs du rire de s'éclater au maximum. Des messages de paix, de réconciliation ont été véhiculés pour la concorde sociale au Mali. Le reportage de Moussa Tidjani Kanti.
La nuit du sourire après un mois d'abstinence totale est une belle occasion pour les fidèles de se retrouver au Palais de la Culture pour s'éclater de rire. La nuit du sourire est une idée originale de Décoté, artiste, comédien, humoriste ivoirien qui vit au Mali depuis un certain temps. C'est le sourire du Ramadan qui réunit cette fois-ci les comédiens du Burkina Faso, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est ça, puisque maintenant Bamako est décrété la capitale de l'humour en Afrique. Je prie pour Bamako, je prie pour la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de projet. Donc je vais prier, on va prier pour la paix. La paix retrouvée, la réconciliation, la gaieté du cœur, la soif d'être ensemble et partager des émotions autour du rire, loin de la barbarie humaine, la violence, la haine causée par les différends au-delà de toute considération ethnique et religieuse. Agent Oyou, M. Bayala, le patron de la guérite dans le commissariat de Tampi, en passant par les zinzins de la Côte d'Ivoire. Derrière le comique se cachent des messages. Les talents des autres Maliens, en tout cas, ils sont bien. C'est un pays de culture aussi. Chacun a sa façon de faire son art. Et il faut aussi, voilà pourquoi c'est un échange culturel. Ça veut dire que nous pouvons venir prendre une partie et eux aussi ils peuvent récupérer quelque chose chez nous aussi. Donc c'est là qui fait la complémentarité, quoi. Gardez vos tickets pour la prochaine nuit du sourire prévue, la fête de Tabaski. Voilà, et retenez que pour faire le méchant, vous utilisez 65 muscles et pour sourire, 10 muscles seulement. Alors pourquoi vous fatiguer? Souriez, c'est la fin de cette édition. Merci à nos téléspectateurs de Washington, bonsoir et à demain.